Bonjour Emmanuel Todd, vous êtes anthropologue et vous nous accordez la primeur de votre nouveau livre, Les luttes de classe en France au XXIe siècle. C'est aux éditions du Seuil. Je vous remercie donc. Non, c'est moi qui remercie. Primeur. Il va falloir que j'essaye de présenter cet ouvrage qui est un ouvrage touffu où il est question de la situation historique de la France, une situation que vous reprenez depuis le 19e siècle environ, avec une référence, un clin d'œil appuyé à Marx. On y trouve beaucoup de choses, la faillite des élites françaises, l'évaluation du QI de nos présidents, ou bien aussi la passion de la bourgeoisie CPIS. CPIS chez Todd, ça veut dire cadre et profession intellectuelle supérieure pour les histoires de réfugiés. On va parler de tout ça, mais avant cela, j'aimerais évoquer avec vous la situation aux États-Unis, puisque je me souviens qu'Emmanuel Todd avait publié en 2002, après l'Empire, un ouvrage où il était question de la décomposition de la société américaine. Si vous deviez aujourd'hui le remettre à jour, Emmanuel Todd, que diriez-vous ? Là, d'abord, je dirais qu'entre les iguanes et l'impeachment de Trump, on s'ennuie jamais avec les Américains. Il faut quand même admettre qu'ils assurent le spectacle. Ce qui est très frappant, et ce qui entre en résonance d'ailleurs avec certains thèmes de mes livres, c'est le comportement des démocrates, cette volonté d'impeachment, qui a très peu de chances d'aboutir, et qui remplace pour les démocrates toute activité politique constructive. C'est-à-dire qu'on va avoir dans très peu de temps des élections présidentielles. L'objectif des démocrates, ça devrait être de gagner les présidentielles, avec un programme, avec des idées nouvelles à opposer à celles de Trump. Et en fait, ils consacrent leur activité à lutter contre Trump. Et je pense que ça commence peut-être à révéler une sorte de loi générale. Donc on a un establishment, les classes très éduquées, qui avaient traîné autour du consensus de Washington, immigrationnistes, libre-échangistes, etc., qui ont fait faillite dans leur domaine, je veux dire, qui n'ont plus rien à proposer. Et leur raison d'être maintenant devient de lutter contre le populisme, en fait, donc contre Trump. Donc lutter contre Trump, d'ailleurs c'est très clair quand on lit la presse américaine, c'est l'activité principale des démocrates. C'est plus de réformer l'Amérique. Et ce qui est très curieux, c'est que dans mon livre, j'ai relevé quelque chose d'analogue en analysant la structure des votes Macron et Le Pen en 2017. Et en relevant ce qu'on appelle statistiquement un coefficient de corrélation de 0,93, ça ne peut aller que jusqu'à 1, c'est énorme. Et en me rendant compte que finalement, le vote Le Pen était là, je veux dire, c'était le même qu'en 2012, donc on peut dire que c'est lui qui détermine, et qu'en fait, si on vous donne le vote Le Pen d'un département, vous pouvez quasiment prédire à 85 ou 86% le vote Macron. Ce qui veut dire que dans la mesure où les deux électorats n'occupent que 45% de l'espace politique, on n'est pas du tout en polarisation absolue, ça veut dire qu'en fait, on comprend pourquoi, moi j'ai perçu le discours de Macron comme totalement vide, mais il atteint 24%, quelque chose comme ça, et on se rend compte, d'après cette corrélation, que la détermination fondamentale des électeurs de Macron, c'était dès le premier tour de voter contre Le Pen, comme les démocrates ne pensent qu'à dézinguer Trump. Vous voyez ? C'est-à-dire, pour les gens conformistes, lutter contre le populisme devient une raison d'être parce qu'ils sont vides. On va reparler, bien entendu, de la question française et de la situation telle que vous l'analysez, Emmanuel Todd, mais il y a en tout cas une chose qui est constante dans votre œuvre, c'est une défense du protectionnisme. Ce protectionnisme, aujourd'hui, il est en partie incarné par Donald Trump et les guerres commerciales qu'il mène. Qu'en pensez-vous ? Ça, je pense que c'est la partie positive de son programme. Honnêtement, il ne va pas passer notre vie sur Trump, mais le protectionnisme, je l'approuve. L'histoire du contrôle de l'immigration, je le comprends. Ce qui est pour moi incompréhensible, inacceptable, c'est l'hostilité à l'Iran. Voilà. Alors attendez, parce qu'il y a deux choses. Le contrôle de l'immigration, vous êtes le premier à dire que le mur qui n'est pas construit est une protection avant tout verbale contre l'immigration. Oui, mais si vous voulez, l'idée qu'un peuple ait le droit de contrôler ses frontières, moi je suis plutôt pour une immigration raisonnable. Mais l'idée qu'un peuple puisse contrôler à peu près ses frontières me paraît, je dirais, consubstantielle à l'idée de démocratie. Et je pense que les immigrationnistes, je veux dire, excités, et qui sont sincères,
et qui ont des vrais beaux sentiments, j'en parle aussi dans mon livre, ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi des antidémocrates radicaux. Parce que démocratie, c'est un peuple sur un territoire. Donc voilà. On vous a souvent classé parmi les immigrationnistes parce que vous avez écrit plusieurs ouvrages, Emmanuel Todd, pour dire justement qu'il n'y avait pas de problème migratoire en France. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai souligné des différences de structure familiale entre population d'origine maghrébine et population française d'accueil. Mais j'ai toujours été... Je pense qu'un peu ou moyennement d'immigration dans un pays est un signe de dynamisme, en fait. Et ce qui bloque la situation en France et ce qui crée des problèmes, c'est le blocage de toute mobilité économique et sociale. C'est-à-dire que pour assimiler des immigrés avec efficacité, il faut avoir une société qui présente un minimum de dynamisme et encastrée dans la zone euro et dans les règles commerciales de l'Union européenne. La France, en fait, la société française est totalement figée. Elle a d'autres caractéristiques dont j'aimerais qu'on parle. Alors, on va en parler, mais je vais quand même vous embêter à nouveau sur cette question de l'immigrationnisme, parce que donc il faut rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent que vous êtes anthropologue et que vous avez beaucoup étudié les modèles familiaux. Et oui. Dans un ouvrage que vous aviez co-signé avec Youssef Kourbache, vous expliquiez que le modèle familial, c'est-à-dire la forme que prend la famille, la manière dont on considère, par exemple, que l'aîné est supérieur ou non avec les autres enfants de la fratrie, le cadet, le puîné, bref, c'est ça en fait qu'on appelle un modèle familial, et c'est cela particulièrement que vous avez étudié, Emmanuel Todd, eh bien que le modèle familial des immigrés se rapprochait de celui des Français. Je vous ai bien lu ? C'est-à-dire que vous me parlez d'un autre livre que celui pour lequel je suis venu commenter, mais en deuxième et troisième génération, les modèles convergent naturellement. Mais pour moi, en fait, justement, ce livre est une façon de sortir de l'obsession générale de l'immigration de l'islam. Ça n'est pas ça les tendances générales de la société française. La tendance générale de la société française, je peux dire, comment je l'ai décrit dans mon livre, c'est-à-dire c'est une vision paradoxale, c'est-à-dire que tous les gens sont obsédés par la montée des inégalités, qui est un discours un peu importé des États-Unis justement, et je dirais qu'un discours qui a été, si c'était popularisé, du moins accepté à partir de l'excellent bouquin de Jérôme Fourquet, L'archipel français, et la vision également publiée au Seuil, d'ailleurs, le Seuil publie tout et toutes les opinions contraires. Voilà. Et la vision d'une société française de plus en plus fragmentée et inégalitaire. Et en repassant toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis 1990, Maastricht, c'est 1992, donc c'est à peu près cette date-là. Moi, au fond, j'observe tout à fait le contraire. C'est-à-dire, je vais énumérer les éléments qui permettent de parler d'une société française de plus en plus homogène. Alors d'abord, les inégalités n'augmentent pas. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que vous nuancez sensiblement le discours de Thomas Piketty. Non, pas vraiment, parce que le discours de Piketty, encore un auteur Seuil, je veux dire, on pourrait croire que je suis mandaté pour... Faut s'abonner au Seuil. Voilà. Non, je suis pas d'accord avec mon copain Fourquet, mais d'accord avec Piketty, dont je ne suis pas particulièrement proche, en fait. Non, Piketty a mis en évidence le fait que les 1 ou 0,1% de la société française supérieure s'enrichissaient. Ça, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'au-dessous, quand on prend la vaste catégorie des cadres des professions intellectuelles supérieures, et quand on va jusqu'au monde ouvrier, on ne voit pas, je dirais, d'inégalité qui augmente. Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec l'INSEE sur tous les points, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec l'INSEE. Attendez, je vais quand même vous lire Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, vous dites au sujet de Piketty, en France, ce n'est pas ce qui s'est passé, la montée en flèche des inégalités. L'inégalité ne semble pas être le principal problème de notre pays, bien plus affecté par le début d'une substantielle baisse du niveau de vie qui touche tous les groupes sociaux ou presque. C'est quelque chose qui est rarement entendu. Je ne peux pas parler, ça est rarement entendu. C'est tout à fait contre-intuitif, mais c'est ce qui sort des données de l'INSEE et ce qui sort des banques de données de ce que j'appellerais l'école pikettienne. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de contradiction. Je veux dire, là où mon livre, je dirais, rencontre la sensibilité des Français
dans un contexte d'inquiétude sur les retraites, en fait, dans ce pays de retraite universelle. Et là où j'entre en choc frontal avec l'INSEE et avec ces indices de prix qui ne tiennent pas compte du logement, c'est quand je décris cette société où les inégalités pour les 99% des gens n'augmentent pas, mais qui s'appauvrit de façon homogène. C'est cet appauvrissement homogène de la société et qui détache, je dirais, progressivement les 99% du dessous des 1% du dessus. Personnellement, je ne vois pas de contradiction fondamentale avec le modèle Piketty. Alors, vous distinguez en fait 4 nouvelles classes sociales en France. Une aristocratie stato-financière, donc ça c'est 1% de la population qui se fait... Je peux commenter au fur et à mesure ? Allez-y. Alors, je dis stato-financière. Alors, je m'appuie sur Marx, je m'inspire de Marx et de son style. Lui, il aurait parlé de bourgeoisie financière. C'est pas du tout, je cherche pas du tout de décalque avec le 19e siècle. Hein. C'est Marx comme inspirateur et comme tempérament. Et je dis stato-financière parce qu'en fait, on a de la finance et du capitalisme ou du néolibéralisme pour rire en France. Les gens qui dominent le système français viennent tous de l'ENA, les gens qui nous dirigent viennent tous de l'ENA, les gens qui mettent en faillite nos grandes entreprises viennent tous de l'ENA, tous, hein, c'est statistique, hein, faut pas exagérer. Et ce sont des gens qui, je pense, sont sincèrement... là, vous pourriez citer Macron, Édouard Philippe, n'importe qui, après tout, c'est très homogène hein, comme culture. Là-haut. Je crois qu'ils pensent sincèrement être convertis au libéralisme, au néolibéralisme. Mais c'est des mecs, ce sont des gens qui ont été formés par l'ENA, qui ont été entraînés à vérifier les comptes du secteur public, qui pensent en termes de contraction des dépenses et qui n'ont aucun instinct du marché. Et toute leur activité, donc, ce sont ces gens qui ont inventé l'euro, qui est une monnaie très étatique pour un libéral, c'est-à-dire qui cherche à dominer la société, cet euro qui détruit l'économie française, et ils sont dans une sorte de bulle, ils se croient libéraux, ils sont à la tête de l'État, mais toutes les mesures qu'ils prennent de libéralisation dans le contexte de l'euro aboutissent à la destruction de l'économie capitaliste en France. On n'a plus de bourgeoisie industrielle. On a une industrie qui a disparu. On a ce niveau de vie qui baisse parce que l'industrie disparaît. Et c'est extraordinaire. C'est une ruse de l'histoire. Ça aurait beaucoup plu à Marx. J'aimerais le rencontrer dans l'au-delà pour en parler avec lui. Mais on a de toute l'activité de ces étatistes qui se croient libéraux aboutit à détruire l'économie réelle et augmente sans cesse la puissance relative de l'État en France. Alors, deuxième catégorie... Ce qui devrait être troublant pour beaucoup de militants de gauche. Deuxième catégorie, la petite bourgeoisie CPIS, donc je rappelle chez Todd, CPIS ça veut dire cadre et profession intellectuelle supérieure. Elle est fière de sa pratique des musées, elle se pense winneuse, c'est un mot chez vous, elle se pense gagnante, je traduis, et elle a porté Macron au pouvoir, dites-vous Emmanuel Todd. Ça se vérifie par les sondages d'opinion, et Macron a fait un score particulièrement élevé chez les professeurs, qui ne sont pas des gens, comme on en parle aujourd'hui de nouveau, et je le note dans le livre, qui sont des gens très très mal payés. Le livre est vraiment une plongée dans dans la fausse conscience générale de la société française et dans des fausses consciences spécifiques de groupes sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire fausse conscience? C'est quand les gens se pensent autre chose que ce qu'ils sont. Donc on a parlé de l'aristocratie stato-financière qui se croit libérale et qui est en fait étatiste. Et en ce qui concerne les cadres des professions intellectuelles supérieures... Ils se croient gagnants alors qu'en fait ils se pensent France ouverte, ils votent Macron et en vérité ils ont des revenus en baisse, leurs enfants auront des difficultés encore plus grandes. On dit ils sont dans les centres-villes, etc. C'est formidable au centre de Paris, mais dans des tout petits appartements. Et en vérité, ils sont entraînés dans la chute générale de la société française. Donc moi, je les appelle pas du tout les winners, mais les losers d'en bas. Et donc, je les ai rebaptisés en hommage à Marx. Plutôt, c'est pas ça, je leur ai donné leur vrai nom. Cela dit, c'est ma classe, hein. Moi, je suis un petit bourgeois loser. CPIS, s'il vous plaît. CPIS, oui, tout à fait. Voilà. La majorité atomisée, alors là, ça représente 50% de la population. Oui. Il y a par exemple des agriculteurs, il y a aussi des employés qualifiés, des artisans. Mais le cœur... résiduel à 50%. Hein. Oui, mais je veux dire, l'axe central de cette catégorie, c'est les professions intermédiaires. Donc, il faut penser les infirmières, les techniciens, etc. Et c'est une catégorie, pour elle, on ne peut pas parler de fausse conscience, on doit parler de non-conscience. Mais, si vous voulez, si vous avez une représentation avec 20% d'en haut, 1% de vrais privilégiés, 19% de gens de losers d'en haut,
Ensuite, vous avez 50% de cette majorité qui n'a pas conscience d'elle-même. Et puis le reste, ça va vous donner, je vous laisse faire le calcul, quelque chose comme 20% et des poussières. Vous avez une description de la structure sociale qui va correspondre en fait à la structure électorale. Puisque la réalité de la soi-disant polarisation française, c'est que ensemble, Macron et Le Pen n'atteignent que 45%. Et la vérité de la société française, c'est cette pulvérisation centrale de groupes qui n'ont pas conscience d'exister. Alors donc, on a vu qu'on avait les 20% d'électeurs d'Emmanuel Macron qui sont, dites-vous, dans la fausse conscience. Votre majorité atomisée, elle vote pour qui ? Eh bien, j'ai des graphiques de trajectoire pour la petite bourgeoisie CPIS, pour les professions intermédiaires, qui sont le cœur de cette agence centrale, et pour le monde ouvrier. Et donc, il y a une cohérence pour ceux d'en haut et ceux d'en bas, mais ce qu'on voit pour cette majorité atomisée, c'est un phénomène de zigzag et d'hésitation permanente. Et puis enfin, il y a le prolétariat quand même, puisque vous rendez hommage à Marx. Oui, maintenant, oui, enfin, puisque votre livre... Mais le prolétariat, il apparaît, je dirais, je ne pense pas en termes de communion avec le prolétariat, mais il apparaît sous deux espèces, c'est-à-dire il y a le bon et le mauvais prolétariat. Il y a le prolétariat qui j'espère sera le prolétariat du passé et le prolétariat du futur. Le prolétariat du passé, c'est celui qui vote Le Pen, à 40-50%, qui est enfermé. C'est pas de la fausse conscience, j'appelle ça conscience suicidaire. C'est-à-dire dans un mélange de perception correcte du mal qu'on lui fait d'en haut, l'aristocratie stature financière, mais qui se passe un peu les nerfs sur des immigrés, je dirais, un peu fantasmés. C'est le prolétariat qu'on n'aime pas. Et puis il y a le nouveau prolétariat, il y a les gilets jaunes, qui en fait se recrutaient. J'ai un chapitre complet, une analyse assez compliquée à faire sur... Il n'a pas le droit de voter la sociologie des jeunes. On nous a fait une campagne d'intox sur le fait que les gilets jaunes étaient une ressucée de l'eupénisme, mais bon, en termes de revenus, c'est sur les ronds-points 1 000 € par mois, dans les manifestations du samedi, c'est des gens qui travaillent, 1 400 € par mois, donc bien entendu, on tombe au-dessous des professions intermédiaires, mais il y a une grosse différence. C'est des gens qui étaient totalement dirigés contre les classes dirigeantes, qui étaient dans un phénomène de lutte des classes de type nouveau. Et puis la grande différence, c'est que le Front National, qui essaye de s'appeler Rassemblement National, arrive toujours à ramasser contre lui au deuxième tour les 2/3 des Français. Il est haï en fait par la majorité des Français. Les Gilets jaunes ont eu 70% d'opinions favorables et qui ont duré jusque très tard dans les violences de la rue. Donc c'est le contraire. Peut-être c'est la classe ouvrière d'après, les Gilets jaunes. Emmanuel Todd, on se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer les luttes de classe en France au XXIe siècle. Votre dernier ouvrage qui est publié, je crois, c'est aux éditions du Seuil. Vous avez beaucoup cité votre éditeur, quand même, Emmanuel Todd. Non, mais vous m'y avez contraint parce que j'étais confronté à un système pluraliste. Ah voilà, vous êtes dans la fausse conscience par rapport à votre éditeur. Il est 8h. Moi, je suis dans la névrose, c'est beaucoup plus fort. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Emmanuel Todd, des luttes de classe en France au XXIe siècle. C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Une réaction sur le vote écologiste? Ça m'a beaucoup intéressé, mais au 2e degré. C'est l'attitude de la ministre, en fait. Parce que dans mon livre, j'étudie le déclin éducatif, en fait, en France, à venir. Médian, ça sera vers 2030. Mais un déclin éducatif qui est partagé par toutes les classes. Encore un signe d'homogénéisation. Et puis je note le décrochement de l'intelligence et du niveau de diplôme. Et donc j'évoque dans mon livre l'augmentation, j'évoque le réarmement intellectuel des catégories sociales dites inférieures, les leaders gilets jaunes en tête, et j'évoque aussi l'augmentation incessante du taux de crétins diplômés dans le haut de la structure sociale, et au gouvernement en particulier. Et je suis très heureux d'en avoir une illustration ce matin par les paroles de cette ministre qui doit être mise dans ce modèle général du tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de commenter. Je veux dire, on pourrait même intégrer les réactions de Mélenchon. Je veux dire, tout ça évoque un État. Ça évoque plutôt une fausse conscience qui est en train de se désintégrer dans l'absurde. C'est qu'on est en train de passer de la fausse conscience vue par Marx à une sorte de délire du type Père Ubu. Il va falloir que vous explicitiez à nouveau ce que vous évoquez par. Non, mais vous vous rendez bien compte que tout ce qui a été dit n'a aucun rapport avec les situations. La situation, c'est la baisse du niveau de vie, c'est le problème de la retraite qu'on dit universelle,
mais qu'on pourrait appeler aussi bien, je dirais, on n'a pas le minimum vieillesse pour tous. On n'a pas le droit de parler d'écologie ? Comment ? Mais j'admets ne pas avoir une très forte conscience écologique, mais mêler l'écologie à ce débat, placer ensemble, le mot oxymore a été employé, tout mélanger, je veux dire, c'est le signe. Mais si vous voulez, le système politique français, c'est ce que j'explique dans mon livre, on a des gens qui se présentent comme anti-le pénistes pour protéger la démocratie et qui font comme si la démocratie représentative existait toujours. Mais depuis l'entrée dans l'euro, et avec les règles commerciales de l'Union, il n'y a plus de démocratie représentative. Pourquoi ? en France, parce que le président, le gouvernement, l'exécutif et les députés n'ont plus le pouvoir de changer la gestion économique. Donc, en un certain sens, les gens se trompent. Ils pensent que la démocratie, c'est voter et parler librement. Ça, on l'a encore. Vous m'avez invité. Donc, je peux dire ce que je veux, me semble-t-il. Mais la démocratie, c'est quand on peut agir. Et donc, toute la vie politique, depuis Sarkozy, n'est plus qu'une vaste comédie. Mais pourquoi c'est une comédie, par exemple, la réforme des retraites ? Non, alors là... Emmanuel Todd, c'est pas une décision du gouvernement ? C'est une décision, mais voilà. Alors, le gouvernement, dans ce contexte, ne peut faire que deux choses, puisqu'il ne peut pas vraiment agir positivement en économie. Il peut nous parler de l'islam, c'est-à-dire nous parler de problèmes religieux qu'il exagère énormément. Macron a innové en mettant les juifs au cœur du débat, en accusant les gilets jaunes d'être antisémites. C'est ce que j'appelle l'antisémitisme 2.0. Dans mon livre, il y a une dénonciation du nouvel antisémitisme. Vous considérez que les gilets jaunes ont été accusés à tort d'antisémitisme, mais je n'ai pas entendu Emmanuel Macron le faire. Mais continuez. Non, défendre les juifs dont personne ne parle, c'est mettre la question juive au centre du débat. Il y a quand même eu une augmentation. Non, j'ai la courbe dans le bouquin. Mais moi, j'ai pas d'augmentation. Attendez, Emmanuel Todd. Elle est dans le bouquin. Il faut que je réussisse quand même à vous poser. Je voudrais terminer de temps en temps des questions sur la possibilité de l'action du gouvernement. Donc nous sortons de l'illusion identitaire et qu'est-ce que le gouvernement peut faire économiquement ? Le gouvernement peut gérer la baisse du niveau de vie. Et gérer la baisse du niveau de vie, alors il peut continuer d'appliquer les recettes néolibérales, flexibiliser le marché du travail, etc. Il peut organiser la baisse du niveau de vie. Et l'une des hypothèses que j'ai dans mon livre, c'est ce que j'appelle le modèle aztèque, c'est que la classe dirigeante française, elle est dominante en France, mais elle est impuissante économiquement, elle est ridicule à l'échelle internationale. J'ai un petit graphique sur le nombre de milliardaires par pays, on est très bas, on en a quelques-uns, mais on est très bas. Et je soupçonne notre classe dirigeante, surtout depuis l'histoire des Gilets jaunes, d'être dans un grand état de désarroi spirituel, d'être malheureuse, impuissante, et sa seule possibilité, en fait, c'est se venger sur le peuple français. Donc je pense qu'il y a dans les politiques sociales qui sont menées, et même dans l'histoire de la retraite universelle, un élément de sadisme politique. Alors quoi, c'est du ressentiment qui guiderait... centrale de mon bouquin. C'est du ressentiment qui guiderait cette réforme des retraites et c'est tout. Mais évidemment, puisque dans un contexte, je veux dire, tout le monde le sent bien, tout le monde le sent bien. Aujourd'hui, on est en train de... Le gouvernement, hier, je vois que ça évolue encore, est en train de se... frotter les mains de ce que les employés de la SNCF et du métro, épuisés financièrement par une grève très longue, repartent en marche et pensent qu'ils ont gagné, donc ça va les mener à d'autres erreurs et à d'autres violences. Puisque je pense que le mode de fonctionnement de la société française, actuellement, c'est une violence qui vient d'en haut, une contre-violence qui vient d'en bas. C'est une erreur. Je veux dire, je voudrais, de même que j'ai remercié les Gilets jaunes dans cette émission même, sans doute, ou dans une autre. Je ne vais pas peu d'émission. Il y a quelques mois. Voilà. Je voudrais remercier les cheminots et les gens de la RATP d'avoir conscientisé la société française au problème des retraites. C'est grâce à eux que maintenant, tous les Français savent qu'ils sont... La vie en France, avant, c'était... On est dans un monde dur économiquement. On entre sur le marché du travail. On essaye de survivre. Plus ou moins bien selon le niveau de diplôme. Mais il y avait cet horizon du refuge de la retraite. Une sorte d'endroit où la guerre était finie et on allait avoir quelques années paisibles. Et ce que nous promet Macron et sa fine équipe,
Je veux dire, c'est l'anxiété économique jusqu'à la mort. Alors, ce n'est pas exactement le discours du gouvernement Emmanuel Todd, puisqu'il dit que oui. le point d'indice sera fixé et contrôlé par... Écoutez, ne reprenez pas le discours du gouvernement, ils ont tous les moyens d'opinion. J'ai un tout petit moment d'antenne. Non, mais vous je voudrais dire... mais il faut quand même que ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Si on a détruit le système industriel français, si on est dans un pays qui s'appauvrit, on va devoir gérer cet appauvrissement. Donc toute cette histoire est une vaste escroquerie, si vous voulez. Et les gens le savent, et ils n'en sortiront pas. Et on va vivre là-dedans jusqu'à la prochaine présidentielle. Alors, est-ce qu'il s'appauvrit? Non, mais oui, mais alors j'aimerais quand même que vous m'expliquiez. Est-ce que c'est la France qui s'appauvrit et du coup, on répartit les fruits de cette pauvreté? Donc, il y a moins de retraites parce qu'on se paupérise? Ou bien est-ce que le gouvernement fait preuve de ressentiment contrairement à son discours? Parce que son discours consiste à dire la valeur du point sera fixée et les agriculteurs, par exemple, bénéficieront de meilleures retraites. Non, Emmanuel Todd. Non, alors, de toute façon, j'aime pas tellement le mot de retraite universelle. Parce que le mot universel est très beau. Donc, vous voyez, et donc ça suggère quelque chose de noble. Donc, je suis à la recherche de termes alternatifs. Donc, j'avais évoqué le minimum vieillesse pour tous, qui est l'objectif final du gouvernement. Mais j'en ai un autre. Bah, alors là, j'ai fini par en trouver un autre. C'est pas ce qu'il dit, le gouvernement, Emmanuel Todd. J'en ai trouvé un autre qui va vous faire frémir. Mais on est là pour ça. Allez-y, qui n'est pas dans mon livre. Mais si vous voulez, le modèle du livre, c'est l'idée d'une société paralysée, atomisée, de partis politiques qui ont disparu et d'un État devenu un peu fou et plein de ressentiments, d'une haute bureaucratie qui agit sans contrôle et qui veut mettre au pas la société. Donc il y a la notion, beaucoup plus que d'universalité, il y a la notion de mise au pas dans le macronisme. Et en fait, ça me gêne de le dire. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire une amalgame, je ne vais pas aller trop loin. Mais le discours du national-socialisme... Ah, j'attendais le franchissement du point Godwin à 8h30. Non, c'est pour ça. Non, parce qu'il y a un concept très précis qui est très intéressant, qui évoque l'action d'un État qui veut mettre au pas et synchroniser la société. Enfin, vous voyez bien que ça n'a c'est absolument rien à voir avec le national-socialisme. Non, mais le concept de Gleichschaltung, qui était l'un des concepts centraux. Vous allez devoir. Je l'épelle pour les gens. J'aimerais qu'on l'appelle comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Gleichschaltung macroniste. Gleichschaltung. Mais est-ce que vous pouvez me citer juste un cas où on a effectivement une équivalence, Emmanuel Todd, entre le national-socialisme et ce que l'on vit aujourd'hui? Si vous trouvez un point, dites-le-moi. Non, je ne parle pas d'équivalence. J'avais évoqué le jeu trouble avec la question juive, mais il ne s'agit absolument ça pas... n'a absolument rien à voir. Il s'agit le mot juif qui est commun dans tout cela. Il s'agit, j'ai précisé, vous essayez de me faire aller où je n'étais pas. Mais non, c'est vous qui y allez tout seul. Je vous dis que je suis à la recherche d'un concept. Je ne suis pas à la recherche d'une identification historique. Je suis historien de métier, c'est pas ça. Je dis, le concept de universel est un joli mot, un mot magnifique même, issu de la tradition politique française, et je dis que c'est une escroquerie. En fait, il s'agit d'un État qui met au pas la société. Et la notion de mise au pas de la société, je veux dire, le Parti national-socialiste la veille, il y avait un mot magnifique, alors retirons, ne gardons que le concept. Je pense qu'il vaut mieux le retirer, ce mot, effectivement. Frédéric Seyss. Ce que vous évoquez comme la mise au pas... Je suis désolé, l'analyse politique sérieuse n'exclut pas, j'espère, le sens de l'humour. Je sais qu'en France, il faut préciser maintenant, quelquefois, quand on plaisante. Moi, je connais votre sens de l'humour, Emmanuel Todd, mais je trouve que, si vous voulez, ce parallélisme, comme on n'est pas dans une tranche d'humour, peut être mal compris par les auditeurs. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose. On est tout à fait d'accord. Je connais le point Godwin et je sais que c'est un risque pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il ne s'agit pas d'identifier les choses. Mais je pense que les gens sous-estiment dramatiquement le sérieux de la situation de la France. Vous me laissez terminer ? C'est-à-dire que dans une société qui s'appauvrit, où le système des partis a explosé, je veux dire, où on a une haute bureaucratie qui est aux commandes et qui ne comprend pas ce qui se passe, dans un monde qui est de plus en plus violent, où on a une police, je veux dire, qui mutile la population, qui vote Front National en même temps qu'elle cogne pour Macron. Comment le savez-vous ? Mais il y a des études de l'IFOP, toujours faites par mon copain Fourquet, les forces de l'ordre votent Front National à 50%. Et vous voyez, en fait, il y a une sorte de lien organique. Et moi, j'ai écrit ce livre, pas du tout... le livre est, je reconnais, assez tonique dans l'expression. Mais
C'est un livre de dévoilement, et c'est un livre que j'ai écrit pour avertir des périls qui nous guettent. C'est un livre profondément pacifiste, mais qui montre, qui va jusqu'au bout des hypothèses, avec une sorte de cruauté didactique, pour montrer... Le problème de l'histoire, c'est de prévoir ce qui n'a jamais été. On va laisser Frédéric Seyss poser une question. Je termine, ensuite j'aurai délivré mon message, et j'arrêterai de me battre contre vous. On dialogue. Moi, j'essaye d'en placer une. L'une des hypothèses de mon livre, donc les gens sont dans un modèle d'opposition du macronisme, du lupénisme. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pas ça, compte tenu de la structure sociale, compte tenu de l'autonomisation de l'État, compte tenu du fait que tout ce que fait l'État maintenant, c'est de la répression violente, et que cette répression violente, je dirais, est faite par des gens qui votent pour le Front National. Je spécule sur une collaboration future. Il y a des violences policières. Je spécule. Au contraire du modèle qui oppose le lepénisme et le macronisme, moi, je spécule sur quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler dans le futur le macro-lepénisme. C'est-à-dire une collaboration du macronisme et du lepénisme dans les violences faites à la société. Aujourd'hui, c'est de la politique fiction, et en tout cas, dans le cas des violences policières, même si elles existent, on en traite. C'est tout concevoir pour que ça n'arrive pas. Bon, Frédéric Seyss, une question. 2 questions même. Deux. Comme mon temps de parole va être limité, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Je vais les grouper. Dans votre hypothèse que vous venez d'évoquer, Emmanuel Todd, vous parlez de macrono-lepénisme. Bon, voilà, effectivement un peu de politique fiction. Le livre ne contient que le macro-bénalisme. Dans ce cas-là, qui serait l'opposition ? Et deuxième question, quand vous parlez de mise au pas, alors on peut entendre effectivement et on peut voir une certaine violence dans l'application des réformes, c'est tout comme ça que vous l'interprétez en tout cas, mais malgré tout, et même si les Français n'ont pas voté spécifiquement pour cette réforme des retraites, chacun le sait, vous pourrez dire que les Français ont voté Macron par crainte du lepénisme au second tour, mais malgré tout, ils ont tout de même élu ce président dont ça figurait dans le programme, cette réforme des retraites, et y compris ensuite aux législatives, où il n'y avait pas le risque Le Pen, ils ont confirmé leur choix. Alors évidemment, il y a des mécanismes institutionnels qui incitent à confirmer le choix de la présidentielle, mais malgré tout, est-ce que le mot de mise au pas que vous utilisez n'est pas trop fort et ne correspond pas à une certaine exagération ? Je n'ose vous en suspecter, bien sûr. Pour le mot mise au pas, en français, je reconnais pour Gleichaltung, je me suis un peu amusé, mais pour mise au pas... C'est mieux d'ailleurs pour mise au pas... terme. Non, mais c'était drôle de le dire quand même. Hein, bon. Les comparaisons avec le nazisme ne font pas forcément en rigoler tout le monde. Non, mais les concepts sont importants. Bon, je voudrais quand même répondre à la question. Je crois que la notion de les gens votent, vous êtes dans cette illusion du les gens votent, le candidat est élu démocratiquement. Mais en fait, on vote dans un système où le gouvernement ne peut pas agir. Donc le système électoral est devenu une totale illusion, puisque Sarkozy fera une politique, Hollande fera la même, Macron, libéré des partis, fera la même en plus violent. Macron n'est pas du tout quelque chose de nouveau, il n'est que la forme hystérisée des politiques libérales anciennes. Donc dire que, en termes techniques électoraux, Macron a été élu, mais dire qu'on a un système démocratique qui fonctionne, c'est absurde. Pour bien faire comprendre les choses, dans le livre, je donne un exemple, vous allez encore sauter au plafond, pour bien montrer que voter et élire, ça n'est pas suffisant pour la démocratie. Je donne l'exemple et le résultat détaillé des élections danoises de 1943. L'occupant nazi a laissé se tenir des élections au Danemark en 1943 qui ont été remportées par les social-démocrates. Les gens ont pu voter librement. Ça n'est pas la démocratie. Et le problème, c'est que les gens, en France, ne voient pas, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux gilets jaunes, ça s'applique aux grévistes, ça s'applique peut-être que les gens d'en haut comprennent qu'ils ont fait une grosse bêtise avec l'euro et qui n'existe plus à cause de l'euro. Mais les gens ne voient pas qu'ils sont dans une sorte de bocal qui interdit de ce que, la démocratie de ce que votre livre représentative dit. N'existe plus. Emmanuel Todd, vous dites exactement le contraire de ce que votre livre dit. Vous dites la France s'homogénéise. Il y a finalement un problème de paupérisation dans notre pays et finalement, il y a de moins en moins de distance entre le haut et le bas. Je vous ai bien lu. Ensuite, vous greffez là-dessus un inconscient sociétal collectif et un certain nombre de références au nazisme que j'avoue ne pas du tout comprendre. En fait, si on reprend de manière calme votre livre, ce que vous expliquez, c'est que nous avons, en acceptant l'euro, eu tort.
et vous jugez vous-même par rapport à cela, que aujourd'hui Emmanuel Todd parle un peu dans le désert, puisque un peu plus d'1,8% des Français aux dernières élections ont désavoué l'euro. J'ai une analyse détaillée. Le livre et toute l'idée du livre de départ, qui est un livre d'historien. Je me laisse aller à dire ce que je pense, mais fondamentalement c'est un livre d'historien. Je me définis au début comme un vaincu de l'histoire, donc je ne vis pas dans l'illusion. Et je dis que... Vaincu de l'histoire parce que vous êtes contre l'euro et que vous voyez... J'ai dit que ça allait nous mener à l'appauvrissement, on y est, j'ai eu raison, mais je suis un vaincu de l'histoire, parce que avoir raison tout seul, c'est avoir tort en histoire, hein, si je peux me permettre de le dire. Et tout le livre est construit sur cette admission d'un paradoxe. C'est-à-dire que l'euro est passé à de justesse. Il a été mis en place, il a eu des effets économiques désastreux dont les gens ne parlent plus en France, mais que à l'extérieur, moi je vis dans une littérature plutôt anglophone intellectuellement. Je vis à l'extérieur de France intellectuellement. Je ne vis pas en France intellectuellement. Je lis des économistes américains, suédois, des trucs des patrons allemands. Donc, échec économique de l'euro absolu qui nous mène à l'appauvrissement, qui nous mène à ces conflits de gilets jaunes, de retraite, qui sont des problèmes d'appauvrissement. Mais, dans cette période, et c'est le thème central du livre, l'opposition à l'euro n'a cessé de faiblir. Et je mesure l'affaiblissement de l'opposition à l'euro. Et je cherche à l'expliquer votre paradigme, en analysant la structure de classe. J'ai un chapitre complet sur l'évolution des mentalités dans lequel j'utilise à la fois la sociologie de Durkheim et la sociologie plus récente d'Alain Ehrenberg, avec des concepts d'homme que je finis, moi, pour lui, l'homme est fatigué, pour moi, il est carrément diminué. Mais voyez donc, ne m'accusez pas de fausse conscience. C'est un livre d'analyse de mon propre échec en termes objectifs et dans lequel je ne m'interdis pas quelques plaisanteries. Emmanuel Todd. En évitant de faire un numéro de vieux qui dit « Oh là là, je l'avais bien dit », vous voyez. Emmanuel Todd, il y a un pays qui représente une sorte d'idéal aujourd'hui pour vous, c'est tout simplement le Royaume-Uni, puisque le Brexit, c'est en quelque sorte la concrétisation de ce que vous appelez sortie de l'Europe, pas d'euro, mais ça c'était le cas auparavant, une défense contre l'immigration. Bref, est-ce que finalement, ça n'est pas votre programme qui est aujourd'hui mis en œuvre ? Non, je donne quelques éléments programmatiques à la fin. Mais, si vous voulez, moi je suis anthropologue de l'histoire. Et donc, dans mon livre, je vais dire, l'erreur pour les gens français, c'est d'avoir pensé qu'on pouvait transformer les Français en Allemands, notre peuple. Mais parce que vous considérez qu'il y a des cultures nationales. Voilà, mais je ne vais pas faire l'erreur inverse et commencer à m'imaginer qu'on peut transformer les Français en Anglais. Vous voyez ? Donc, il s'agit de voir quelle est la trajectoire historique de la France. La tradition. Qu'est-ce qui empêcherait les Français d'être anglais par rapport au système anthropologique que vous étudiez, Emmanuel Todd? Alors d'abord, j'étudie dans le bouquin, dans cette analyse de l'homogénéité croissante du système français, j'étudie une sorte de harakiri partiel. Je finis par diagnostiquer la fin de l'action des structures familiales régionales. Il y avait des régions libérales égalitaires, il y a des régions autoritaires inégalitaires. Je dis, ça disparaît, le territoire est plus homogène. Ça correspond aussi à la disparition de la différence catholique, laïque. Donc vous faites l'anti-Fourquet par rapport à ça. Oui, mais Fourquet, j'aime pas quand le sondeur qui explique qu'il y a une archipélisation. Et puis Fourquet n'est pas qu'un sondeur, c'est un type qui pense. Et puis on a travaillé ensemble. Et j'aime pas être mis en opposition avec Fourquet. C'est psychologique. C'est psychologique. Même si on aboutit à des thèses complètement opposées. Mais la tradition française, c'est la coexistence dans l'espace national de valeurs libérales égalitaires et plus minoritaires du tiers des valeurs autoritaires inégalitaires. Avant, c'était une distribution plutôt régionale. Maintenant, j'ai l'impression, c'est ce que je fais, que il n'y a plus de différence régionale, mais que quelque part, les valeurs libérales égalitaires se sont concentrées vers le bas de la société et que les valeurs autoritaires et inégalitaires se sont concentrées vers le haut. Et donc, on va vers des affrontements de classes de plus en plus violents. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que moi, quand je parle de lutte des classes, ça n'est pas pour prôner la violence, c'est pour l'éviter. Mais Emmanuel Todd, juste une dernière question. Comment concilier le fait que vous consacrez tout un bouquin à dire que la France est de plus en plus homogène et la survenue de ces luttes de classe ? Parce que les luttes de classe efficaces, c'est tout le monde contre les 1% d'en haut.
Et ce que je dis, et c'est Mais ce vous qui est en dites train que les 1% français sont moins riches, moins puissants que les autres 1%. À l'extérieur, mais en France, ils dominent. Il y a quand même quelques personnes qui s'en sortent fort bien en France et qui de plus ça n'est pas ce que vous gèrent, niez. et qui de plus gèrent le pays de façon désastreuse. Ce qui est pour moi crucial, c'est l'évolution de cette classe, ce que j'appelle la petite bourgeoisie CPIS, avec en son cœur les enseignants, cette classe qui est ma classe, qui est déjà sortie du macronisme et qui est un peu passée dans le vote vert aux dernières européennes, et qui est en train de sortir de la fausse conscience. Et mon modèle historique général de lutte des classes, c'est que la lutte des classes, c'est bien entendu des classes inférieures au sens technique qui se mettent en mouvement. C'est une phase qu'on a déjà eue, les gilets jaunes, mais que ça ne devient dangereux que quand la petite bourgeoisie s'en mêle, et la prise de conscience des enseignants avec cette histoire de retraite, c'est le début d'une nouvelle phase. Mais c'est une phase, la lutte des classes, c'est tout le monde contre les 1% d'en haut. C'est une société réunifiée. Emmanuel Todd, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, c'est publié aux éditions du Seuil.